Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 332. Déjà, eh oui. Alors pourquoi, Madame la Ministre, les Français, selon l'INSEE, n'ont pas le moral? Madame la Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, je suis très heureux de vous recevoir. En pleine actualité, vous venez de proposer une loi de modernisation de l'économie qui sera débattue très bientôt à l'Assemblée, etc. Donc vous êtes en plein. Alors franchement, en pleine actualité à plusieurs niveaux. Parce que franchement, entre nous, ça va plutôt moyen. Ça va plutôt moyen. Le pavillon noir flotte sur le pouvoir d'achat. La croissance est à 2,9, alors que l'inflation atteint 3,2 et que le déficit public de la France tutoie les 2,7. Alors, que se passe-t-il? Et voilà que le chômage, que l'on croyait contenu, c'était même la fierté de ce gouvernement, se réveille, plus 0,4. Bon, vous allez me dire, c'est saisonnier, ça je sais, mais enfin, plus 0,4 en mars, sur fond de cette crise internationale qui rajoute à notre angoisse. Le résultat de tout ça, c'est que le moral des ménages est au plus bas historiquement ce mois-ci. C'est vraiment sérieux, là, le moral des ménages. Alors, les Français, mauvais élèves de l'Europe en termes de déficit public, baissent la tête, comme moi, là, comme ça, humiliés, alors que le président de la République leur assène un répétitif « travailler plus pour gagner plus ». C'est vrai que ce mois-ci, d'accord, je vous l'accorde, on pourrait faire mieux. Non, ça c'est vrai. Entre les jours fériés, les week-ends, les ponts, que dis-je les ponts, les viaducs, il n'y a ce joli mois de mai, en ce joli mois de mai, que 17 jours ouvrables, 17. Vous êtes accablé, je ne sais pas, mais enfin bon, 17 jours ouvrables. Enfin, s'exclame la voix de la raison, qu'attendez-vous, Madame la Ministre, pour remettre la France au travail? Enfin, dit la même voix, qu'attendez-vous pour nous faire travailler plus de 35 heures? Enfin, martèle-t-elle cette même voix, comme ça, qui vient des profondeurs de ce pays, qu'attendez-vous pour nous faire travailler plus tôt et plus longtemps? Je veux dire, avant 25 ans et après 55 ans. Enfin, s'indigne la raison qui n'en peut mais. Qu'attendez-vous pour bousculer tous ces paresseux de chômeurs, une bonne fois pour toutes? Alors, pour débattre de tout cela, j'ai d'abord le plaisir de vous... Oh, je sens vous noter, là, vous allez réagir. Alors, alors, nous rejoindrons, d'abord nous allons débattre de tout cela tous les deux, puis nous rejoindrons ensuite, et ça sera vif, très vif, ça sera un débat, François Chérec, secrétaire général de la CFDT, Serge Papin, du groupe Système U, c'est un groupe de distribution de magasins, Éric Le Boucher, éditorialiste au Monde et remarquable essayiste, son dernier livre, Économiquement correct, est paru chez Grasset, l'économiste Daniel Cohen, le brillant économiste Daniel Cohen qui vient de publier 27 questions d'économie contemporaine chez Albin Michel, le sociologue Jean Viard, qui a beaucoup travaillé sur la question du travail, bien sûr, et du temps libre, son dernier livre, Éloge de la mobilité, aux éditions de l'Aube. Alors, Madame la Ministre, comment expliquez-vous ce mauvais chiffre du chômage, plus 0,4 en mars, après 3 ans de baisse consécutive? Alors, Serge Moiti, je suis contente que vous ayez parlé de ces 3 ans de baisse consécutive. Parce que, je vous en rends grâce, parce que c'est vrai, aujourd'hui, le chômage n'a jamais été aussi bas que depuis 1983. Mais on dit que c'est parce que c'est la démographie, grâce à la démographie. Oui, et il ne s'agit pas de nier l'effet démographique, mais ça n'est pas que l'effet démographique. L'économie française, en 2007, a créé plus de 320 000 nouveaux emplois. Donc, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles. Le fait que l'économie française ait créé autant d'emplois en 2007, le fait que plus de 320 000 Français aient décidé aussi de créer des entreprises en 2007. Ce sont 2 chiffres très importants de mon point de vue, des créations d'emplois très importantes, des créations d'entreprises très importantes. Ce qui prouve qu'il y a dans notre économie un potentiel d'énergie, une volonté d'entreprendre que nous devons absolument faciliter. Mais quand même, plus 0,4. C'est tout l'objet. Alors, plus 0,4, vous savez, de même qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, une diminution au mois de mars ne fait pas la tendance générale et ne fait pas le chiffre de l'année. Suivre donc de près. Donc il faut suivre. Mais vous avez raison, et nous le suivons de près. Nous le suivons d'autant plus près qu'aux deux bouts de la chaîne, si j'ose dire. Vous l'avez mentionné vous-même, pour les très jeunes et pour ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire vous et moi. Il y a un sous-emploi en France et 38% des plus de 50 ans, 55 ans. Et nous devons impérativement remédier à ces 2 états de fait. Au début de la vie professionnelle, à la fin de la vie professionnelle, quand on sait en particulier que, vous l'avez dit vous-même, en raison de la démographie, en raison de l'évolution de la santé, eh bien nos vies s'allongent. Nos vies tout court, bien sûr, mais on s'en réjouit. Mais il faut bien entendu aussi que nos vies professionnelles puissent s'allonger. Et je crois que nous avons tous collectivement une responsabilité.
l'État bien sûr, garant du service public de l'emploi, et puis les entreprises, je suis sûr les organisations syndicales, et je me réjouis que vous écoute de l'autre côté sur le plateau et note scrupuleusement ce que vous dites à mon avis. Enfin, en tout cas, vous écoute. Mais donc, pour revenir, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ça n'est pas parce qu'au mois de mars, on a eu plus de demandeurs d'emploi que pour autant, pendant l'année 2008, ça sera catastrophique. L'année 2007 ayant été exceptionnellement bonne. Vous êtes optimiste ? Je suis toujours positive, c'est-à-dire que j'essaie de regarder la réalité des faits, la réalité des chiffres, sans me raconter d'histoire et surtout sans en raconter aux Français qui sont très intelligents. Quelques déboires, d'ailleurs. Je sais, mais peu importe les déboires personnels, c'est pas grave, je suis là pour ça. Mais je veux regarder la réalité des chiffres, la réalité des faits, pour ensuite aborder les choses de manière positive. Vous avez dit tout à l'heure, on baisse la tête. Moi, je crois qu'il faut pas... C'est moi qui baisse la tête, humilié, parce qu'on nous dit travaille plus pour gagner plus, etc. Tu es pas bien, tu travailles pas assez, etc. Mais le travail ne doit pas faire baisser la tête, hein, je note. Mais je crois qu'il faut impérativement, et c'est mon entraîneur de natation qui me disait ça quand j'étais plus jeune. Championne de natation synchronisée. Il me disait, quand c'est difficile, tu serres les dents et tu souris. Et je crois qu'on a intérêt à s'approprier ça, serrer les dents et sourire, plutôt que de baisser la tête. Il faut tenir bon, même quand c'est très difficile à l'international. Non, ce qu'on va dire à tous les chômeurs de ce pays, c'est qu'on va tous, ensemble, se prendre par la main pour essayer individuellement de traiter leurs cas respectifs. Parce qu'avec Laurent Wauquiez, je veux absolument qu'on attaque cette question des demandeurs d'emploi en faisant un service de sur-mesure et en allant vraiment au creux du problème de chaque individu. Pas de la confection, mais du sur-mesure. Pas de la confection, pas du traitement statistique. On va faire un petit flashback, Madame la Ministre. Vous disiez lors de votre premier discours à l'Assemblée nationale en tant que ministre, le 10 juillet 2007, je vous cite, la valeur travail a été dénigrée par quelques bobos à la mode. Le dernier avatar de ce droit à la paresse est la loi des 35 heures, ultime expression de cette tendance à considérer le travail comme une servitude. Alors bonjour l'ambiance, Madame la Ministre. Sur les 35 heures, alors si vous avez dit tout ça, qu'attendez-vous pour les abolir ? Je ne comprends pas. Vous savez qu'on a pris des mesures permettant de remettre le travail au cœur de l'équation économique. La loi Travail, emploi, pouvoir d'achat de l'été que j'ai défendu. Non, c'est plutôt les petits casse-croûtes espagnols. Voilà. Oui, non, TEPA. Travail, emploi, pouvoir d'achat. TEPA. Donc, cette loi, elle avait en particulier pour objet d'inciter les salariés à pouvoir faire des heures supplémentaires dans de meilleures conditions. Net d'impôts, net de charges et avec une majoration de 25% pour toutes les entreprises. On verra que c'est diversement apprécié. Diversement apprécié. On en parlera tout à l'heure. Il faut à nouveau regarder les chiffres et la réalité. D'accord. Alors, dites-moi, vous ne pensez pas les abolir ? Les 35 heures ? Oui. On met en place des mécanismes, par le biais des heures supplémentaires, et par le biais de la négociation collective au plus près du terrain, c'est-à-dire dans les entreprises. Et il y aura des propositions... Vous les contournez, vous les... Non, c'est pas un grignotage, c'est l'instauration d'un principe de liberté dans le vrai espace de négociation. C'est-à-dire qu'il faut que les partenaires sociaux dans les entreprises et dans les branches puissent se saisir du sujet et en fonction des secteurs d'activité, en fonction des terrains de négociation, puissent parvenir tout simplement à répondre à la demande. Aujourd'hui, en France, on le sait, on travaille moins que dans la plupart des pays de l'OCDE. C'est statistique, c'est mathématique. On en parlera tout à l'heure parce que c'est pas si... Enfin, les statistiques varient, justement. Alors, écoutez, en dehors de l'Allemagne et des Pays-Bas, où il y a beaucoup de temps partiel, pour tout un tas de raisons culturelles et historiques, je suis prête à recevoir vos chiffres. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien en France, qu'on travaille moins bien. On travaille moins longtemps dans l'année, on travaille moins longtemps dans la vie, et en général, on est plus productif. On ne fait pas le débat maintenant, on va le faire après. Voilà un an que vous êtes à la tête de ce mammouth de Bercy. Enfin, bon, belle institution, magnifique, ça, mais enfin, mammouth à sa façon. Comme le président, c'est à la mode. Dites-moi, quelle est l'erreur que vous n'auriez pas dû commettre ? J'aurais dû beaucoup plus expliquer les dispositions de la loi Travail, emploi, pouvoir d'achat. Parce que finalement, le débat a été occulté par... Et c'est leur rôle, ils sont dans cette position-là. L'opposition, en particulier le Parti socialiste, a matraqué en disant 15 milliards pour les riches. Et ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, on le sait, c'est une grande partie du financement de la loi qui est destinée à la rémunération des heures supplémentaires faites par des ouvriers, par des employés et à un moindre degré par des cadres. Non, c'est probablement... C'est pas une erreur de communication uniquement, parce que c'est trop facile de dire c'est une erreur de communication, j'aurais pas dû. Non, c'est une mauvaise appréciation de ma part de l'espèce de détournement de sens induit par des politiques qui sont dans leur rôle, c'est le rôle de l'opposition. Mais qu'est-ce que ça vous a, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, plombé, cette histoire de paquet fiscal, présenté comme ça ? Vous savez ce que ça a apporté surtout ? Ça a apporté des feuilles de paye différentes pour 6 millions de salariés.
Ça a apporté à 1,5 million d'entreprises la faculté de répondre avec plus de flexibilité à des commandes urgentes. Moi, je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré des dizaines d'entreprises. Et quand je vois des entreprises me dire « allez-y, continuez sur les heures supplémentaires, c'est fou ce que ça nous a permis de mieux répondre aux commandes », dans des secteurs en tension comme par exemple des fabrications d'armoires électriques. Pour vous donner un exemple très précis, en région parisienne, une entreprise de 30 salariés, chaque salarié au bout du compte se retrouvera avec 2 000 € de plus à la fin de l'année sur la base du rythme actuel. Que dit le PS quand il dit que ça ne fait que 10 € par mois et par salarié en moyenne? Mais parce que... vous n'avez pas les mêmes chiffres, vous ne rencontrez pas les mêmes salariés, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il procède par extrapolation. Moi aussi, parce qu'il y a certains chiffres dont on n'a pas la nature exacte. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, c'est très difficile d'avoir les chiffres précis. Et puis, il ventile le total des heures supplémentaires par l'intégralité des salariés de ce pays. Or, on le sait, ce ne sont pas tous les salariés qui font des heures supplémentaires. Et ça, je ne nie pas le principe. Exactement. D'accord. Exactement. Ça s'adresse qu'à ceux qui en ont. Ça s'adresse qu'à ceux qui en ont. Les hommes qui travaillent, pas les autres. Hein, et les femmes. Et les femmes moins. Parce que c'est moins facile de dire à une femme tu fais des heures supplémentaires lorsqu'elle a déjà un double boulot. La maison, si. Quoi vous n'êtes pas d'accord? Ça, le fait que pas suffisamment d'hommes aident leurs femmes à la maison, je suis bien d'accord avec vous. Facile. Enfin bon, d'accord. Enfin facile. On se souvient qu'à votre début ministériel, vous aviez une vraie liberté de parole. Hein. On se souvient du mot quasi obscène que vous avez sorti, le mot de rigueur. Oh là là, qu'est-ce que vous n'aviez pas dit? Vous aviez très vulgairement employé ce mot en septembre. On se souvient aussi que, ministre de Dominique de Villepin, vous aviez dit tout le mal que vous pensiez du Code du travail. Compliqué, lourd, qui constitue un frein à l'embauche. Et à chaque fois, vous avez été rappelé à l'ordre. Vous fûtes même surnommée Christine la gaffe. Alors, dire la vérité en politique, c'est un péché? Vous savez, quand j'ai dit que le Code du travail était compliqué et parfois compliqué, lourd, constitue un frein à l'embauche. Oui. Et je constate que grâce à d'excellentes relations entre les partenaires sociaux, il y a un certain nombre de modifications qui sont intervenues, à la fois dans le sens de la sécurité des salariés et dans le sens d'un peu plus de flexibilité, en particulier dans l'embauche et dans la fin du contrat de travail. Donc j'avais peut-être pas tellement tort, j'avais peut-être eu la liberté de parole qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Raison trop tôt. Parler. Peu importe que j'ai raison ou non, ce qui est important, c'est que les choses avancent. La rigueur aussi? La rigueur, je persiste à penser qu'à Bercy, on est comptable à l'égard de nos concitoyens d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Alors qu'on dise gestion rigoureuse ou gestion sérieuse, au bout du compte, c'est la même chose. On est comptable des deniers de l'État, on est comptable de leur bonne gestion. Et il faut qu'un euro payé par nos concitoyens soit un euro bien dépensé. Vous vous souvenez quand on disait, c'est un temps déraisonnable que les gens de 20 ans n'ont pas connu, etc. On disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, hein? Ça, c'était Chevènement, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, on ne dit plus ça. Hein? Non, on ne dit plus ça. Bon, d'accord. Ça ne vous évoque rien, ce que je dis. Chevènement, si. Oui, mais ça ne vous évoque pas les pratiques actuelles. Écoutez, il y a un chef d'équipe qui est François Fillon, il y a un président de la République qui fixe ensemble les règles. Moi, j'ai reçu ma lettre de mission de l'un et de l'autre et j'essaie de l'observer. Mais maintenant, vous ne faites plus de gaffe du tout. De gaffe, entre guillemets. Écoutez, je continue à regarder les chiffres, je continue à regarder la réalité de ce qui se passe et j'essaie surtout de réaliser des résultats pour les Français, parce que c'est ce sur quoi on sera jugé au bout du compte. En fait, c'est pas mal, parce que si la récession arrive maintenant, vous avez encore 4 ans pour vous rattraper, etc. C'est ça. Vous savez, l'action de réforme en profondeur que nous avons entreprise, qui avait été promise par le président de la République pendant sa campagne, on la mène quoi qu'il arrive. Et je crois qu'il n'était pas... Travail, emploi, pouvoir d'achat. La loi de modernisation, voilà, c'est les tapas, mais avec un E. Donc, travail, emploi, pouvoir d'achat. La loi de modernisation de l'économie. La fusion entre la NPE et les ACEDIC. Ça, je parle de mon fonds de commerce et de ma boutique. Hein. Chacun des ministres au sein du gouvernement en a autant à son compte. Ce sont les réformes que nous devons mettre en œuvre, tout simplement pour que la société française fonctionne mieux sur une base réconciliée et contractuelle. Vos parents étaient des enseignants, hein, et de gauche, entre guillemets, plutôt. Hein. Comment vous êtes passé à droite? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un choc mystique? Si la gauche avait été intelligente, si elle avait été créative, si elle avait compris l'effort individuel, compris le sens de la rémunération de l'effort, si elle avait été partisane de l'ordre dans tout cela, j'aurais pu être de gauche. Si la gauche était de droite, vous auriez été de gauche, quoi. Non, je vous ai parlé de la contribution de l'individu à la société,
Je vous ai parlé de la reconnaissance du mérite et de la performance. Et la gauche, je vous ai parlé de l'intelligence et de la créativité. Tout ça, ça peut se faire dans un cadre de générosité et de solidarité. Je vous indique d'ailleurs, puisque je vais le remettre bientôt aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, qu'en matière de niche fiscale, je suis déterminée à ce que nous rétablissions un certain nombre de paramètres qui me paraissent être des paramètres de justice dans la répartition. Les niches fiscales, vous savez, tout le monde en a créé, la gauche comme la droite. Je pense en général, le principe d'une niche fiscale, c'est que vous créez un espace fiscal privilégié pour encourager l'investissement dans tel ou tel domaine. Les emplois de service à domicile, c'était d'une certaine manière une niche fiscale. L'investissement dans les dom-toms, c'est aussi une niche fiscale. Eh bien, je crois que dans ces matières-là, il y a des abus. Et parce que peut-être j'ai une formation de juriste et que la notion d'abus me paraît peu acceptable, eh bien je crois qu'il faut mettre fin à un certain nombre d'abus et je ferai des propositions aux commissions des finances auxquelles je remets ce rapport sur les niches fiscales dans les jours qui viennent. Vous faisiez une allusion ça suivait le discours sur la gauche. Quel rapport avec la gauche? Parce que le rapport avec la gauche, oui. On associe toujours gauche et générosité et solidarité sociale. Et je vous dis aujourd'hui que dans certains domaines, eh bien la droite est parfaitement capable d'appliquer aussi des principes de générosité, de solidarité et de mettre fin à des situations d'abus. Avec l'anti-bouclier Donc fiscal, dans le domaine... Il y a un peu de vrai dans ce que vous dites. Il y a un peu de vrai parce que je crois que le principe du bouclier fiscal, c'est un principe contractuel. Je l'évoquais tout à l'heure. C'est, vous êtes l'État, vous ne me prendrez pas plus de 50% de ce que je gagne. Ça, c'est le principe du bouclier fiscal. 50-50. En revanche, les niches fiscales, lorsqu'il n'y a pas de plafond, lorsqu'il y a des possibilités d'abus, elles permettent à certains contribuables qui devraient payer au moins de l'impôt de s'en affranchir. Cette situation-là n'est pas normale. Mais madame, il y a une chose qui m'a intrigué aussi le 10 juillet 2007. Vous disiez, vous regrettiez que la France soit un pays qui pense, alors qu'il faut cesser de penser, tergiverser et se retrousser simplement les manches. J'ai pas compris ces propos très anti-intello, comme ça, quasiment poujadistes. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? La France devrait cesser de penser? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Quand même, on n'est pas dans la caricature, quoi. La droite qui agit, la gauche qui tergiverse. Enfin, c'est même pas ça. On n'est pas dans la caricature. Et deux, j'ai été élevé moi-même dans le respect de la pensée, de l'intelligence et de la création intellectuelle française. Ce que je considère, et avoir vécu longtemps à l'étranger... Vous avez dirigé un cabinet de 42 000, 44 000 avocats, le plus grand cabinet d'affaires du monde. Vous n'avez pas fait l'ENA, certes, mais vous avez fait autre chose. Oui. Ce que cela m'a appris, c'est que la pensée, c'est bien, et il faut que l'action se nourrisse de la pensée. Il n'y a aucun doute là-dessus, et je le proclame et je le réclame. Mais il ne faut pas seulement penser, il faut aussi passer à l'action. Et c'est en ce sens que je me suis exprimée à l'Assemblée nationale dans un propos qui a peut-être été un peu caricaturé et que j'ai peut-être moi-même un peu forcé dans le propos. Vous avez voulu cliver, là, je crois qu'il faut, s'appuyant sur cette pensée riche et féconde française, notamment sur le travail d'ailleurs, s'engager dans l'action. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai dit 44 000. Non, il ne faut pas... 4 400, là, 4 400 avocats, c'est quand même pas mal. De diriger 4 400... Hein. C'est 8 000 personnes et 4 400 avocats. Votre personnage préféré, un de vos personnages préférés politiques, c'est Robert Bonateur, pas possiblement un homme de droite. Hein, pas possiblement un homme de droite. Non. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, que j'admire toujours beaucoup, parce que je suis profondément, résolument non violente et hostile à la violence. Hostile à la vulgarité, hostile à la malhonnêteté. Voilà, vous avez à peu près mes trois principes en tout cas. Mais il a été pour moi, lors de mes 18, enfin dans mes toutes jeunes années, je n'étais pas avocate à ce moment-là et c'est certainement à cause de lui que je suis devenue avocate. Parce que son espèce de plaidoyer extraordinaire contre la peine de mort m'a bouleversée, m'a engagée dans ce beau combat du droit. J'ai commencé à travailler vers l'âge de 14 ans. Pourquoi ? D'abord parce que j'étais farouchement indépendante, vous retrouvez peut-être une caractéristique qu'on associe souvent avec la droite, et puis parce que ensuite j'ai continué à travailler parce que papa est mort quand on était très jeune et que j'ai jamais voulu peser sur les finances de maman qui était prof et qui avait 4 enfants à charge et pour laquelle je souhaitais ne pas être une charge, donc j'ai fait un peu tous les métiers. Avant de rejoindre le plateau et les autres invités, je vous propose d'écouter un chef d'entreprise qui a bien des soucis en ce joli mois de mai, le pauvre. Mais pas seulement, pas seulement pendant le mois de mai, il va vous expliquer. Il s'appelle Amaury Éloi, il préside une société qui s'appelle New Works. Je prononcerai mal, contrairement à vous l'anglais. Alors, il voudrait que les Français travaillent plus. Interrogé par Nédia Charvet, c'est son droit de riposte. Et on rejoint nos invités. Regardez. Depuis que les 35 heures existent, il y a un phénomène qui est très simple, c'est que, en gros, le mois d'avril, vous travaillez un demi-mois,
Vous appelez dans les entreprises, je parle des grands groupes, et les gens ne sont pas là, vacances ou RTT. Mois de mai, vous travaillez un demi-mois, parce qu'il y a les fameux ponts. À partir du 15 juillet jusqu'au 20 août, dans les entreprises, c'est pareil, il n'y a plus personne. À partir du 15 décembre, il n'y a plus personne. En gros, si vous voulez, les 7 semaines de vacances entre les 4 à 5 semaines officielles plus les RTT, on les sent vraiment. Les heures sup, telles que ça a été mis en place, c'est un moyen pour essayer de sortir des 35 heures sans réellement décortiquer les 35 heures, parce que c'est compliqué à décortiquer. Ce qu'on essaye peut-être de faire dans ce pays, c'est de revenir à une situation, non pas extraordinaire, mais à revenir à une situation normale. Alors François Chérec, quand on revient à une situation normale, ravi de vous accueillir d'abord François Chérec. Revenir à une situation normale, et comme disait Madame la Ministre, c'est contourner les 35 heures sans oser les attaquer, sans oser les diminuer. Allez, on joue avec quoi? Oui, on joue avec, mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que la plus grosse critique qui a été amenée aux 35 heures lorsqu'elle était faite, c'était la critique sur ce qu'on appelait la deuxième loi Aubry. Il y a une première loi qui a amené la négociation, oui. Ou qui a amené les entreprises à négocier sur les 35 heures. Et la plupart des accords des 35 heures ne sont pas remis en cause dans les entreprises qui ont été négociées. Comment vous l'expliquez, ça? Parce qu'il y a une négociation qui a fait un équilibre, en particulier entre le temps plus disponible, mais aussi la productivité des salariés. Les Français, peut-être travaillent moins, mais sont les plus productifs au monde. Ça, c'est la première chose. Alors, attendez, je vais jusqu'au bout. Donc, et ce qui a été critiqué, c'était la deuxième loi qui a imposé pour toutes celles qui n'avaient pas négocié les 35 heures de la même façon. Et ce qu'on est en train de faire dans notre pays, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de redonner des espaces de négociation, on est en train, par la loi, petit à petit, de tout changer sans tenir compte de ce qui a été fait. Et sans oser attaquer frontalement, c'est ça? Et oui, et sans regarder vraiment, et sans donner la possibilité de vraiment négocier. Et il me semble qu'il y a un accord, et je voudrais insister sur ce point-là, il y a un accord qui est passé inaperçu dans notre pays, parce qu'il est masqué par un autre. On a fait un accord entre le patronat, la CGT, la CFDT, les deux plus gros syndicats français, sur la représentativité, la négociation d'entreprise en particulier, les accords majoritaires. On s'est dit, on va faire une expérimentation sur un sujet, les heures supplémentaires. Et pour la première fois dans notre pays, on va avoir la possibilité, si le gouvernement, et je le souhaite, le reprenne dans la loi, par des accords majoritaires, de débattre du nombre d'heures supplémentaires faisables dans les entreprises, à condition, et c'est écrit comme ça, qu'on regarde la situation économique de l'entreprise, j'écoute bien ce que dit cet employeur, et l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Alors, d'un côté, non mais écoutez, je pense que c'est une petite révolution dans le domaine social français. C'est les deux plus gros syndicats qui veulent bien regarder le temps de travail et l'entreprise, le MEDEF, qui est d'accord de regarder vie professionnelle, vie familiale. Mais, une révolution pour vous. Oui, mais personne n'en parle. Alors c'est extraordinaire. Quand c'est les syndicats, en particulier les plus gros syndicats, qui s'engagent là-dessus avec le patronat, personne n'en parle, on n'en débat pas. Et par contre, on a les ministres, encore monsieur, un de vos ministres aujourd'hui, qui disent il faut remettre en cause les 35 heures. Oui, qui est secrétaire d'État, Novelli. Et je trouve que, voilà, on a la solution, mais personne n'en parle parce que cette solution est positive, c'est la négociation. Et on n'aime pas la négociation. Alors, on n'aime pas la négociation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en viens avec les 35 heures qu'on n'ose pas attaquer. Ensuite, participer tous, hein, mais faisons circuler le débat. Pour moi, il y a deux débats différents. Il y a une bataille idéologique très bien menée par la droite, qui au fond a récupéré l'idée du travail, qui était habitude, il y avait le capital et le travail, etc. Et la gauche, comme elle a vendu les 35 heures d'un point de vue comptable, ça va faire tant de chômeurs en moins, etc. C'est laissé. Et ça fait quoi exactement? Mais ça, on va en discuter. Ah, ça va être terrible. Non, on ne va pas discuter des chiffres parce qu'on peut dire combien ça a créé d'emplois, on ne peut pas dire combien ça en a fait perdre. Donc si on est honnête, on ne peut pas dire, voilà, on pourrait dire à la limite, ça en avait créé à l'époque 350 000, mais combien on en a perdu? On ne sait pas répondre clairement à cette question. Mais à mon avis, ce n'est pas le fond du débat. C'est pour ça que je dis qu'il y a une bataille idéologique que la droite a très bien menée, il faut lui laisser comme telle. C'est-à-dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont dit ils se sont dit, la gauche a eu un discours comptable en disant on partage le travail, on fait 5 heures de moins, donc ça va faire tant d'emplois créés, etc. C'est-à-dire que ce n'était pas en termes de société, ce n'était pas en termes de mode de vie, c'était pas en termes de comprendre ce que c'est que la société post-industrielle. Et là, effectivement, il n'y a pas eu le travail qui a été fait. Après, il y a deux questions. On peut être pour les 35 heures et considérer qu'il faut travailler plus. Moi, c'est exactement mon cas. C'est votre cas aussi, monsieur Chérec. Antinomique. Monsieur Papin. Il faut arrêter d'enfermer les défenseurs des 35 heures comme si c'était contre le travail. Enfin, c'est totalement absurde dans le pays qui est troisième en productivité horaire d'abord, donc c'est quand même un des pays où on travaille le plus, et dans un pays, je veux dire en plus, où on peut très bien considérer qu'il faut travailler beaucoup plus longtemps, qu'il faut travailler beaucoup plus tôt,
Moi, je pense qu'il faut commencer à partir de 18 ans, qu'un étudiant va travailler. Mais les Allemands, les Anglais, par exemple, il y a 3 000 € par étudiant qui sont détaxés parce qu'on considère qu'ils ont déjà la Sécu, pour leur apprendre le travail en même temps que les études. Pareil pour les personnes âgées. Pareil pour les 20% de femmes qui ne travaillent pas. Il faut regarder tout ça. Voilà, je crois qu'il faut dire ça. Et dire, si vous voulez, il ne faut pas... Et dis juste une chose. La moyenne du temps de travail dans les couples, c'est 70 heures quasiment dans toute l'Europe. Donc regardons le travail dans les ménages et regardons le nombre d'enfants qu'on produit et regardons le paiement de nos retraites par les enfants qu'on produit. On peut prendre les modèles de pays européens qui ne font pas de bébés. Mettons ça aussi dans le débat. Serge Papin, vous dire, alors vous êtes chef d'entreprise. Nous, les 35 heures. Alors, écoutez, franchement, il a fallu du temps pour s'y adapter, mais c'est aussi un modèle d'organisation après. Parce que quand la loi a été décrétée sur les 35 heures, nous nous y sommes adaptés. Et au fond, on a réussi à trouver un cadre de travail à ces 35 heures. Maintenant, vous faites avec. Mais je suis assez d'accord avec Jean Viard. On peut ne pas remettre les 35 heures en cause forcément comme cadre général. Maintenant, c'est comment on peut s'adapter aux demandes individuelles de chacun de nos collaborateurs. C'est ça qui est intéressant, parce que nous, on a des collaborateurs qui nous font des demandes diverses et variées en fonction de leur cycle de vie. Et c'est comment on peut s'y adapter en favorisant, par exemple, le temps partiel choisi. Choisi, pas imposé. Choisi et pas imposé. Comment on peut aussi aller en déverrouillant, pour ceux qui le veulent, le temps de travail parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont des compétences. Et c'est toute cette adaptabilité-là qu'il faudrait promouvoir. Et ce qui est un peu sur-mesure, comme disait Mme Lagarde. Voilà. Et ce qui est un peu compliqué, on a toujours l'impression que dans les rapports entre les représentations syndicales, je le dis évidemment sans reproche, que c'est un modèle de fonctionnement. On a une espèce de transversalité à la fois à tous les métiers et à tous les collaborateurs. On peut pas faire du global tout le temps. Voilà. Et c'est ça, il faudrait qu'on quitte ça et pour que ça soit des pistes de progrès, bien sûr. Monsieur Cohen, place aux économistes maintenant. On va un petit tour du côté des économistes. Il y a effectivement deux débats qui se télescopent. Un débat sur la négociation des heures de travail et sur la façon dont les 35 heures, au fond, ont permis à la France de passer à des régimes qu'elle ne connaissait pas avant, de l'annualisation. Il y a eu des négociations qui ont en réalité remis totalement à plat les conditions de travail. Et puis le débat plus macroéconomique sur l'emploi, les heures, etc. Je crois qu'il y a 2 ou 3 choses dont il faut tout de même se souvenir. C'est que cette période extravagante de passage aux 35 heures est extravagante. Pourquoi ? Extravagante au regard du débat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que tout d'un coup on décidait que les 35 heures devenaient la norme, au nom de l'idée que peut-être l'emploi était une marchandise qu'il fallait partager entre différentes personnes, qui est une idée que plus personne, je crois, ne défend aujourd'hui. Dans cette période-là... Mais quoi, la gauche a rêvé, la gauche a fait quoi ? Il y a 2 choses différentes, juste pour aller au bout du raisonnement. Je pense qu'au départ... Et la gauche aurait renoncé aussi ? Au départ, dans les années 90, lorsque la gauche fait les 35 heures, elle a indiscutablement en tête une idée qui est la fin du travail et le partage du travail comme corrélat nécessaire pour arriver au plein emploi. Or, le paradoxe central, c'est qu'au moment où elle mettait en œuvre cette politique-là, jamais la France n'a créé autant d'emplois. C'est une des choses qu'on a du mal en réalité à comprendre, mais au cours de cette brève période 1997-2001, où on a mis en œuvre ces 35 heures, la France a créé plus d'emplois qu'elle n'en a jamais créé en rythme annuel dans tout le XXe siècle. Jean Pisani-Ferry avait fait un rapport sur l'emploi, il avait regardé les 5 années les plus profitables en termes de création d'emplois sur tout le XXe siècle, et c'est sur 5 années, il y en avait 3 qui étaient les années de la période couverte, c'est-à-dire 98, coup de chance, 99, 2000. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont... Croissance exceptionnelle. Croissance exceptionnelle, mais qui n'était pas si exceptionnelle que ça au niveau européen. C'est-à-dire que quand on regarde la croissance européenne, j'ai regardé les chiffres puisque je savais que vous alliez poser cette question, mais la croissance au cours de cette période était de 2,6% en moyenne dans la zone euro. Elle a été de 3,2%. Il y a eu un delta de plus 0,6 en faveur de la France. Et en plus, on a eu une croissance plus intensive en emploi, alors même que la croissance était elle-même plus forte, ce qui fait qu'au bout du compte, on a créé 2 millions d'emplois. Alors pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. En particulier, le fait qu'effectivement, on a modernisé l'appareil de production, on a créé des termes nouveaux, mais aussi, et peut-être surtout, et c'est là que le discours, en effet, prend aujourd'hui sur la question du pouvoir d'achat, et qu'il est d'une certaine façon évidemment tout à fait légitime, c'est qu'en réalité, les salariés ont payé cette immense transformation au prix d'un gel quasi total des salaires tout au long de cette période. On n'a jamais créé autant d'emplois. La masse salariale
en France, n'a jamais autant cru qu'au cours de cette période, mais le salaire individuel n'a pris qu'un tiers de cette création totale. Donc, mauvaise opération pour les salariés. Alors, c'est ça que vous dites ou quoi? On a créé 2 millions d'emplois. Donc, pour les salariés en général, ça n'est pas une mauvaise chose. Mais pour le salarié, l'insider, ce qui avait son job, effectivement, il a payé ses négociations, cette annualisation par un gel des salaires qui s'est avéré favorable à l'emploi, mais pas favorable à la fiche de paye. Et je crois que le fond de la campagne de l'année dernière, je termine sur ce mot, s'est nourri de ce constat. C'est-à-dire toute la campagne présidentielle. Toute la campagne présidentielle s'est nourrie d'une partie du coup de ce constat, mais qui est légitime. Les salaires ont été à peu près gelés au cours de cette période, ce qui a causé beaucoup d'emplois, mais qui a perdu en perte de pouvoir d'achat. Merci M. Cohen. Monsieur Le Boucher, que répondre à ceux qui affirment que les 35 heures n'ont bénéficié qu'aux bobos, en gros, hein, pas les modestes salariés, pas les... Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde s'est mis aux 35 heures, tout le monde en a bénéficié, mais c'est vrai que... Bénéficié, je parle. Oui, bénéficié, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les bas salaires se plaignent, Daniel Cohen l'a dit, se plaignent au fond que ça s'est fait en échange d'un salaire qui n'a pas augmenté. Et c'est au fond ça que je crois qui tourne, au moins dans l'opinion des responsables politiques, des responsables économiques. C'est vrai cette idée que le partage du travail, que le travail est une quantité finie, que donc on le partage pour que tout le monde en ait, cette idée-là est fausse. Cette idée-là était une idée qu'avait poussée en avant la CFDT, je dois dire, dans les années 70, avec beaucoup de succès, et à laquelle les économistes n'ont pas rien dit, en disant peut-être que c'est vrai. Non. Et on s'aperçoit aujourd'hui, que c'est faux, voilà. Que c'est radicalement faux. C'est-à-dire que le travail n'est pas une quantité finie. Au contraire, tous les gens qui veulent travailler créent finalement leur travail. Plus on travaille, plus ça fait travailler. Voilà, plus il y a de gens qui veulent travailler, plus il y a de travail. Alors ça, je ne comprends pas. Comment vous expliquez ça? Mais tout simplement parce que les gens... On crée de l'activité et on la partage. Vous avez créé votre entreprise. Ça, c'est vrai. Tout le monde fait pareil, d'une certaine façon, où tout le monde crée une petite activité quelque part. Donc, y compris quand on appartient quand on veut faire des heures sup, on n'engage pas, on est d'accord, si? Quand on fait faire des heures sup. On crée de l'activité. On crée de l'activité, mais on n'engage pas. Ah, on n'engage pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est l'autre partie. Oui, ça, c'est une des critiques qui a été faite à la loi TEPA, qui est, à mon avis, une très juste loi. C'est une loi qui encourage, qui donne des heures supplémentaires. Bon, il faut d'abord qu'il y ait de la demande, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des commandes dans les entreprises. Or, la croissance a ralenti. Donc, c'est une mesure qui ne va pas dans ce sens-là. Je voudrais quand même ensuite, Madame la Ministre, deux éléments, deux idées fausses. Un, sur le partage du travail et la démarche de la CFDT. Je ne partage pas cette analyse de ce qu'on aurait fait. On nous colle ce principe du partage du travail et je dis non, c'était pas ça notre démarche. Notre démarche, c'était en organisant le travail différemment dans les entreprises, on amenait une autre productivité, une utilisation des machines, des entreprises d'une façon plus large, qui faisait une nouvelle productivité pour créer du travail. Et le partage du travail, c'était faire venir d'autres personnes au travail par une meilleure productivité de tout le monde. Première chose. Deuxième chose, sur le problème des salaires, alors c'est vrai qu'il y a eu ces éléments de modération salariale, mais je mets deux bémols. D'une part, la différence, et je le disais tout à l'heure, entre là où il y a eu des négociations d'entreprise, où il y a eu sciemment un équilibre entre temps de travail, salaire et emploi, où ces entreprises-là ont su faire évoluer les salaires, là il n'y en a pas eu. Et c'est dans les entreprises où il n'y en a pas eu, où il y a eu le mécontentement des ouvriers, parce qu'on a renié sur les pauses, renié sur les temps d'habillage et déshabillage. C'est là qu'il y a eu des mécontentements. Et enfin, on oublie quand même que la conclusion de ce problème, en particulier, je ne rentre pas dans la technique, c'est sur la convergence des différents SMIC, a fait une augmentation du SMIC horaire de 15% en 3 ans. 15% en 3 ans, ce qui fait qu'une grosse augmentation du SMIC entre 2002 et 2005, qui a quand même profité en particulier à des bas salaires. Donc je pense qu'on oublie l'histoire et on a parfois des préjugés et des pertes de mémoire qu'il faut de temps en temps rétablir. Monsieur Chérec, en vous écoutant, je me tourne vers Mme Lagarde, le slogan « Travailler plus », le fameux, travailler plus, bon, ne s'est traduit pour l'instant que par l'incitation aux fameuses heures supplémentaires. Alors c'est là où je nous trouve tous un peu courts là-dessus. C'est la première incitation. Vous savez qu'il y en a une deuxième qui est contenue dans la loi de modernisation de l'économie que je vais défendre au Parlement. Non, la loi de modernisation de l'économie, j'y tiens. Qui permettra en particulier à tous ceux des Français qui le veulent de se mettre à leur compte et de travailler, s'ils en ont envie, pour eux. On sait qu'il y a à peu près 60% des Français qui aujourd'hui disent « j'ai envie de créer ma boîte ». Cette loi-là
va leur permettre de le faire dans des conditions de simplicité, de rapidité. cotisation forfaitaire et de rapidité de mise en œuvre. Je voudrais juste revenir sur 2 points, sur le coût des 35 heures. Moi, je l'ai vécu de l'étranger, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, je dirigeais une entreprise à Chicago. Ça a donné une réputation épouvantable à la France. Et même si d'autres pays dans le monde travaillent moins de 35 heures, ce qui est parfois le cas en Allemagne, dans certains secteurs d'activité, on a identifié la France... On a baissé les salaires absolument, en Allemagne. Absolument. Mais on a identifié la France comme étant ce pays où on travaille que 35 heures, entre guillemets. Vraiment. Que ce soit bien... Ah mais oui, vraiment. Pourquoi cette image, en France, il ne fout rien, quoi. Mais ça on a été l'apporte, nous, caricaturé un peu comme ça dans le monde entier. Et ça, franchement, c'est pas génial. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des gens qui viennent. Par ailleurs, la France est attractive aussi. Travaillent bien. Oui. Parce que la productivité est bonne. Ce n'est pas la meilleure au monde, mais c'est une bonne productivité horaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en ce qui concerne les 35 heures, ça nous a collé une image déplorable dans le monde entier. 2, ça a représenté un coût pour le budget de la nation. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un certain nombre d'allègements de charges en particulier sont venus peser sur le budget de la nation avec un transfert au bénéfice des entreprises, mais c'est le budget de la nation qui l'a payé. Et puis, 3, vous avez parlé de l'augmentation du SMIC régulière et forte entre 2002 et 2005. Et Daniel Cohen, très justement, rappelait qu'avant, c'est-à-dire sous gestion socialiste, sous Lionel Jospin en particulier, les salaires ont été tenus. Alors, on peut l'apprécier d'un point de vue de l'équilibre général des finances publiques ou pas, mais les salariés n'ont pas bénéficié d'augmentation pendant cette période-là. Donc, double coût des 35 heures. Un coût pour le budget de l'État, et 2, des salaires qui ont été tenus pendant la mise en œuvre des 35 heures par le Parti socialiste. J'arrête de dire que les salariés n'ont pas eu d'augmentation. Oui, alors qu'il y ait une modération salariale ne veut pas dire blocage des salaires. Déjà, première chose. Deuxième chose sur les allègements de charges. C'est vrai que ça a coûté cher, mais les gouvernements qui sont suivis, ils ont augmenté les allègements de charges, cette fois-ci sans contrepartie. C'est-à-dire que les allègements de charges, elles étaient faites au départ, il y a un accord d'entreprise avec création d'emplois et en échange les allègements de charges. Or, les 24 milliards d'euros d'allègements de charges aujourd'hui, ce n'est pas les 35 heures. C'est même pas la moitié de ces 24 milliards d'euros qui sont les 35 heures. Donc on est en train de mettre tout sur le dos des 35 heures, tous les choix économiques qui ont été faits depuis 15 ans. Mais alors, est-ce qu'il y a un péché originel de la droite moderne au pouvoir ces temps-ci? Est-ce que ce paquet fiscal dont on parle, c'est ce qui a plombé, au fond? C'est versus 35 heures, quoi. Paquet fiscal, 35 heures. Monsieur Cohen ou Monsieur Papin, il faut bien dire juste en un mot, c'est-à-dire que la droite, enfin la campagne électorale s'est jouée autour de la dénonciation des 35 heures. On vient d'en parler en oubliant tout ce qu'elle avait de positif, mais en soulignant en effet le fait que les salariés en termes de salaire individuel, n'ont bénéficié, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas eu de gel, mais d'un tiers seulement de la progression générale de la masse salariale, les 2 tiers étant en fait de la création d'emplois, ce qui est en fait un très beau résultat dont je crois aucun gouvernement de droite n'aurait jamais pu espérer l'obtenir. Mais de fait, après 10 années... Avec une croissance comme ça, je pense qu'on aurait pu... Oui, avec autant de création d'emplois, non, parce qu'encore une fois, il y a une rupture absolument décisive qui s'est produite à ce moment-là et que les gens interprètent, en tout cas dans le discours économique que je connais, comme étant lié à ce gel des salaires, qui a été l'élément que tout le monde a compris au début de cette négociation. Tout le monde a compris que pour payer ces 35 heures, il y aurait un gel des salaires. Ça faisait partie du pacte. Il n'y a que la gauche qui peut réduire les salaires, quoi. Oui, d'une certaine façon, parce que Jospin a été élu sur cette idée des 35 heures, et la négociation, dès le départ, s'est faite dans l'idée que pour payer ces 35 heures, il fallait faire des gains de productivité. Est-ce qu'il y a un péché? Alors, je reviens maintenant sur ce débat aujourd'hui. Donc, sur ce débat aujourd'hui et de demain. La raison pour laquelle... Je termine juste sur ce point, pour dire que la raison pour laquelle il y a débat autour de cette loi TEPA et sur ces exonérations de charges et d'impôts sur les heures supplémentaires, je crois qu'il est double. Il y a un débat d'abord technique, qui est que c'est une mesure dont les économistes qui se sont penchés là-dessus, Kahulk et autres, disent que c'est des subventions qui sont faites à une variable, dans le langage économique, inobservable. C'est-à-dire les heures supplémentaires que font les gens sont très difficiles à observer. Donc il est assez facile, on le verra, il y aura des inspecteurs du travail pour vérifier tout ça, mais en gros il est assez facile de dire, au lieu de t'augmenter, je vais dire que ces heures de pause que je t'ai enlevées pendant les 35 heures, en fait c'est des heures supplémentaires, et donc je te paye ces heures-là à la place des augmentations de salaire qui auraient dû venir. Et donc, d'une certaine façon, oui, je mets à contribution le budget de l'État. C'est un effet pervers ou un effet de troc, quoi. C'est un effet d'opportunité et d'aubaine et de substitution, tout ce qu'on voudra, enfin, qui fait que cette mesure ressemble un peu à
une incitation à tricher plus qu'une incitation à vraiment faire des heures supplémentaires. Et d'ailleurs, on verra au bout du compte les heures supplémentaires qui auront été déclarées et la hausse de la production dont ces heures supplémentaires auront été mises en vis-à-vis. C'est la première critique. Et puis, la deuxième critique est très vite. C'est que à moyen terme, on peut tout à fait faire le pari que cette incitation va casser les 35 heures, réenclencher la machine à faire des heures supplémentaires et donc, d'une certaine façon, à restaurer ce déséquilibre en défaveur des salariés qu'on a observé dans les années 97-2000, même si ça se fera certainement en partie au détriment de la création d'emplois, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu moins important. Le problème, c'est qu'il y a le court terme et le long terme. À long terme, peut-être, long terme, moyen terme, à horizon de 4 ou 5 ans. Dans le court terme, ce qui est certain, dans le court terme, lorsque la production est pour l'essentiel déterminée par les carnets de commandes, il y aura une substitution qui se jouera dans le court terme entre les heures travaillées par heure supplémentaire et par embauche. Et donc là, il est possible qu'au moment où le risque du ralentissement économique de la croissance se manifeste, on ait ici une mesure qui, en réalité, bride les embauches. Alors, comment vous réagissez ? Vous avez envie de réagir, vous aussi, Jean-Pierre ? Juste, moi, il y a un point sur la loi. On parle de maintenant et de demain. Maintenant, voilà. Justement, parce qu'on est en train de faire le point sur les heures supplémentaires. Il y a des choses qui ont été difficiles à mettre en place et qui commencent petit à petit à produire. Mais moi, ce que j'apprécie, là, tout de suite, dans la loi de modernisation de l'économie, c'est qu'enfin, parce que ça, c'est très simple à mettre en place, on puisse, sur les contrats d'intéressement, pour les PME de moins de 50 emplois, pouvoir mettre en lueur quelque chose qui est déjà déchargé, déjà défiscalisé, et qui va pouvoir donner du pouvoir d'achat d'une façon simple, puisqu'il y a une suggestion qui est faite avec, j'ai pas toute la technique fiscale, mais ça, c'est quelque chose que moi je défends depuis un petit moment, parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de je comprends pas bien ce que vous dites. Alors, je vous explique. Si vous voulez me l'expliquer, je veux bien. C'est un dispositif, en fait, qui va permettre de peser, là, tout de suite, positivement sur les revenus, en incitant les PME donc de moins de 50 emplois, et peut-être d'autres aussi demain. Ça aurait été bien que ça aille jusqu'à 100, hein, mais bon. Et à mettre en place ce qu'on appelle des contrats d'intéressement. Et là, c'est le partage des fruits de la croissance, c'est-à-dire une meilleure répartition entre les résultats qui vont à l'actionnaire et qui vont aux travailleurs. Et une partie, je ne sais pas, on pourrait imaginer que 20 à 25% des résultats de l'entreprise aillent vers les collaborateurs. Et ça ferait tout de suite, et là c'est tout de suite un 13e ou un 14e mois, ça c'est très productif. Ça me paraît intéressant et plus simple de pousser. Mais là, on parle toujours des mêmes gens, c'est-à-dire ceux qui ont du boulot, pas les chômeurs, évidemment. Alors, c'est une augmentation des revenus, effectivement, pour ceux qui appartiennent au monde de l'entreprise. Ça ne permet pas directement de créer de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi ? Parce que ça, juste un point dans le propos de Daniel Cohen. Quand on injecte dans l'économie 4,4 milliards d'euros qui correspondent aux allègements de charges et aux allègements fiscaux, c'est du pouvoir d'achat qui circule dans l'économie française. C'est vrai, ça ? C'est de l'activité qui se crée. Donc forcément, derrière, je n'accepte pas qu'on dise que ça tue les créations d'emplois. Pourquoi ? Parce qu'en 2007, on a beaucoup créé d'emplois. Il y a eu des créations nettes d'emplois comme on n'en avait jamais vu depuis 2000. Et ça continue sur le rythme actuel en dépit d'une croissance qui est ralentie par la situation internationale. Donc les heures supplémentaires, en soi, on nous l'avait dit, vous allez voir, personne ne va créer d'emplois. C'est pas vrai. Il y a des emplois qui se créent. Point numéro 1. Point numéro 2, si on injecte ces masses monétaires dans l'économie, très clairement, ça fait tourner la machine. On aurait pu peut-être injecter plus, différemment, ça c'est un autre débat, mais il y a de l'argent qui circule dans les circuits. Monsieur Viard, non, moi je veux dire une chose, parce que c'est important, c'est que les 35 heures, ça s'inscrit aussi dans toute une logique. Il ne faut jamais oublier qu'on est le premier pays touristique au monde. Il ne faut jamais oublier qu'on a une image de qualité de vie liée au temps libre, etc. C'est sans doute un des plus grands secteurs de l'économie. Et les 35 heures s'inscrivaient dans cette histoire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une image négative. Vous savez, on est le seul pays au monde où on reçoit plus de touristes qu'il n'y a d'habitants. Il n'y a aucun pays qui a un ratio de ce style. Ça n'existe pas. 70 millions 70 à 75 millions de gens dorment en France pour 63 millions d'habitants. Mais il faut travailler pour les accueillir. Il faut faire attention à l'imaginaire que ça entraîne tout ça. Et les 35 heures, c'était une certaine idée qui a une qualité de vie qui se recherchait. Je ne dis pas forcément comme elle était faite, je n'étais pas 100%. Il y avait là toute une recherche du temps sur ces choses-là. Et je crains que le discours qu'on est maintenant, faisant comme si on n'avait jamais rien fait depuis 25 ans, un discours comme si on était totalement scotché, à mon avis, est un discours négatif dans l'imaginaire français. Alors la mondialisation, c'est quand même aussi une concurrence entre des imaginaires. On aura tous l'idée un peu idiote qu'une voiture allemande est plus solide, etc. Ça peut se conjuguer. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention de ne pas avoir un discours
discours uniquement productif en termes d'industrie, de choses comme ça, parce que... Vous craignez que ça donne de tout ça une image négative du pays? Je trouve une image négative de notre idée du temps, ce qu'on cherchait avec les 35 heures, qui était à reprendre. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu un grand discours culturel sur les 35 heures? C'est ce que j'ai dit au début, je pense que le discours sur le temps dans ce pays n'a pas eu lieu, que la gauche ne l'a pas tenu, et que l'idée de comment on réorganise les temps dans une société où les hommes et les femmes travaillent avec leur cerveau, où c'est des sociétés où on va travailler beaucoup plus longtemps dans la vie, et que c'est tout à fait normal de travailler beaucoup plus longtemps, je trouve que le discours n'a été tenu par personne. Monsieur Le Boucher, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour relancer le pouvoir d'achat, croissance, etc. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, répondez d'abord à ça, ensuite répondez à Non, mais c'est lié, parce qu'au fond, on sait que si on veut augmenter la croissance, donc les emplois, il faut travailler plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, travailler plus pour les jeunes, travailler plus pour les seniors, ça c'est très important parce que nous avons un énorme retard là-dessus, et travailler plus ensuite, un peu plus par semaine. Il n'y a pas de contre-discours à ce que vous dites. Il n'y a pas de contre-discours à ce que vous dites. C'est travailler plus et puis circuler à rien voir. Pour produire plus. Ou bien on travaille plus, ou bien on travaille mieux. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, travailler mieux, on peut en parler sur la productivité, mais d'abord, c'est évidemment travailler plus. Donc, et comme les gens le souhaitent, d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent travailler moins, qu'ils travaillent moins. Mais d'accord, vous êtes... Alors, mais sinon la règle est simple. Pour avoir plus d'emplois, il faut plus de croissance, il faut donc travailler plus. Alors c'est tout, il n'y a pas d'autre système. Vous êtes des réactionnaires complets, les syndicats, si vous contestez ça. Travailler plus... Je dis oui, dans un pays où les salariés, sur la carrière, travaillent moins, et je pense en particulier les jeunes qui arrivent plus tard sur le monde du travail, les seniors qui partent plus tôt, c'est une évidence qu'on a un problème assez debout. Mais ceci dit, travailler plus, et je suis surpris quand vous posez la question qu'est-ce qu'il faut faire, la seule réponse c'est le temps de travail. La réponse c'est qu'est-ce qu'on fait en termes d'investissement, de recherche, de formation. C'est ça le débat. C'est-à-dire qu'on est en train de se batailler idéologiquement dans notre pays sur le temps de travail avant d'avoir eu le débat sur l'investissement dans l'économie. Et l'investissement dans l'économie, et c'est ça notre grande différence avec les autres pays européens, c'est l'investissement dans la recherche, dans l'investissement sur les nouveaux produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de plus et de nouveau pour être dans la compétition mondiale. Or, le débat français n'est que sur le temps de travail et sur la consommation, avant d'avoir un vrai débat sur l'économie dans une échelle qui est aujourd'hui une échelle mondialisée. Je suis quand même surpris que ce débat n'est pas sur le fonctionnement de l'économie. Et comment vous l'expliquez qu'il n'ait pas lieu ce débat pour vous? Et ça fait 15 ans qu'on a du retard dans ce pays, parce qu'on a toujours été concentré sur le sujet de la consommation, avant d'avoir eu le vrai débat sur l'économie. Et paradoxalement, on fait des comparaisons avec nos voisins. L'Allemagne a le même euro qui est fort. L'Allemagne a, je dirais, la même situation. Sauf que les choix économiques, je dis bien économiques, d'investissement, de recherche, ont été faits d'une façon beaucoup plus anticipée en Allemagne, avec des résultats plus forts. Donc aujourd'hui, les Allemands ont la possibilité de se poser la question du temps de travail dans une économie qui marche mieux. Et nous ? Nous, on se pose le problème du temps de travail dans une économie qui marche moins bien. Madame donc la on n'aura ministre, jamais la solution. Rassurez-nous, alors on est si mauvais que ça, c'est ce qu'il fallait faire tout à l'heure, baisser la tête, comme je l'ai fait tout à l'heure. Non, surtout pas baisser la tête. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on a de si mauvais? Je suis vraiment très heureuse que le débat vienne sur ces questions-là. D'abord, je voudrais m'insurger contre la notion selon laquelle la France serait cette espèce de grand réservoir de touristes qui accueillerait dans des parcs d'attractions ou des maisons de retraite les riches visiteurs. La France est aussi le pays qui fabrique les trains les plus rapides du monde, qui a l'énergie nucléaire la plus performante, qui a à son actif de très très grands champions industriels et des grands champions mondiaux. Donc ça, je voudrais simplement qu'on prenne cette mesure-là qui est un acquis. Deuxièmement, la politique économique du gouvernement aujourd'hui, elle est basée sur deux grands piliers, en dehors de toutes les questions qu'on vient d'évoquer et dont le travail constitue l'espèce de cœur de cible. Les deux grands piliers, c'est d'une part la recherche et le développement, avec un crédit d'impôt recherche triplé, avec des pôles de compétitivité, 71 aujourd'hui, qu'on va continuer à affiner et à soutenir, avec un soutien par voie de projets aux grands projets de recherche fondamentaux grâce à l'Agence nationale de la recherche et avec une volonté d'investir dans la recherche, dans le développement, puisque le seul ministère qui bénéficie véritablement d'un budget solide en augmentation, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de Valérie Pécresse, avec 5 milliards qui sont engagés, scotchés, collés pour la recherche. Si je peux changer de sujet 3 secondes. Mon deuxième pilier, si je puis me permettre, ce sont les petites et moyennes entreprises, avec un Small Business Act qu'il faut absolument qu'on pousse et qu'on développe au niveau européen
européen et au niveau français. Et vous voulez développer la concurrence. Alors, en jouant, par exemple, entre les grandes surfaces. Dans le baromètre TNS Sofres d'avril qui vient de paraître, 80% des Français, aujourd'hui, pensent que votre lutte contre la hausse des prix est inefficace. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes pour ce projet de Madame Lagarde, qui n'est pas encore voté. Non, qui n'est pas encore voté, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous l'avez présenté au Conseil des ministres lundi dernier. Le présente à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale le 6, et on commencera à en débattre à la fin du mois de mai. Il sera, à mon avis, disponible sous réserve d'un recours des socialistes devant le Conseil constitutionnel, plus que probable. Je l'espère, au mois de juillet. Dit-elle avec un sourire radieux. Mais, par ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des grandes surfaces plus petites que les grandes, c'est ça? Et qu'on peut faire jouer les prix, si j'ai bien compris, c'est ça? Ça veut dire qu'on voudrait plus de transparence. Après, Super U va répondre. Là. Plus de transparence, plus de concurrence, et le tout sous l'autorité d'un État régulateur muni des bons moyens d'enquête et de pouvoir renforcer de sanctions. C'est-à-dire quoi? Plus de liberté, plus d'engagement contractuel entre les parties, la possibilité pour plus de grandes surfaces de s'implanter dans des zones où on sait qu'il y a une mono ou une duo concurrence. Vos députés ne sont pas contents. Ils disent c'est la mort du petit commerce, etc. Non, c'est pas la mort du petit commerce parce qu'on a tout un tas de mesures pour le petit commerce. Et puis je crois qu'on va vers des commerces différents. Il va y avoir des commerces de centre-ville, il va y avoir des commerces de grandes surfaces en périphérie, il va y avoir des commerces aussi de moyenne surface à des prix réduits, y compris dans nos cœurs de ville. Voilà. Alors, ça peut faire baisser les prix, c'est ça qui nous intéresse. Oui, parce que je crois qu'on a un bon moment là. Je crois que on a un bon moment. Oui, parce que ce qui rassemble tous les opérateurs de la filière est plus fort que ce qui les oppose. Au-delà de toutes les invectives, je le pense vraiment. Et on a intérêt à ce qui est. C'est l'amour entre Michel-Édouard Leclerc et vous. Je parle pas de mes concurrents. Je parle des opérateurs de la filière. Je parle du monde de la production. C'est un moment magnifique d'émotion. Oui, écoutez, voilà. Non, mais je parle du monde de la production, du monde de la transformation. Je parle bien entendu des pouvoirs publics. Je parle du monde de la distribution et surtout, vous allez voir. Et surtout des consommateurs, parce que c'est quand même ça qui est important. Et je crois qu'on est en train de tourner la page, petit à petit, on pourrait dire d'une offre qui était en permanence stimulée. C'est-à-dire on faisait des lots, on faisait des remises, des tickets. On avait une espèce d'artifice. La loi Galland favorisait des démarques promotionnelles, c'est-à-dire les prix n'étaient là que sur des têtes de gondole ou sur des prospectus pendant quelques moments réservés à quelques-uns. Je peux vous donner un exemple. Si vous prenez un paquet de café qui est vendu en promotion 0,87 €, alors que son prix normal, quand vous l'achetez tous les jours, en toute confiance, il est de 1,47 €. Mais pour l'avoir à 0,87 €, il faut en acheter 8. Eh bien, on quitte ça. Voilà, parce que c'était tous les travers de notre dispositif d'avant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle loi, qui espérons qu'elle va passer? Là, on va vraiment vers l'intérêt général, puisque les gens ont envie pour un tas de raisons, d'aller vers une consommation, on va dire, plus raisonnée, plus raisonnable, peut-être pour des questions de pouvoir d'achat, peut-être aussi des questions de développement durable, etc. Il y a une perception des choses qui est différente, qu'on ressent bien. Et en fait, en ayant moins d'artifices pour financer la démarque promotionnelle, tout ce dispositif d'animation des ventes, et en le remettant sur les prix permanents de tous les jours, eh bien, on va pouvoir baisser sur les 1000 produits de première nécessité. Et franchement, les pâtes ont augmenté de combien déjà, on m'a dit? Les pâtes? Oui, mais les pâtes, il y a... Attendez. 19%. Non, mais les pâtes, parce qu'il y en a aussi qui font du blé avec le blé. Hein, parce qu'il y a de la spéculation sur les matières premières agroalimentaires. Mais ça, on va pouvoir surveiller, vous croyez? Alors, alors, déjà, je pense qu'il y a des choses qui sont... parce que je veux avoir la réaction. Oui, non, mais franchement, c'est une mécanique. C'est une mécanique différente. C'est pas de la stratégie d'enseigne. On n'est plus dans l'invective. C'est l'intérêt général. Si on se débarrasse des artifices, si on va vers plus de transparence, on peut peser enfin sur une baisse des prix des produits de première nécessité et nombreux. Je suis sûr de ça. On l'a déjà testé. Un optimisme souriant et tellurique. Alors, et vous juste un mot Monsieur Cohen. Oui, je souhaite toutes les meilleures choses possibles à cette loi si elle est votée dans l'état où elle est présentée. C'est ça. Mais pour expliquer si elle est votée dans l'état où elle est présentée, il faut quand même revenir un peu en arrière. On a dit beaucoup de choses sur la gauche avec son malthusianisme au regard de l'emploi, mais il est temps de dire certaines choses sur la droite et son malthusianisme en matière de loi sur la concurrence. Car en réalité, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de reprendre, 10 ans après qu'elles ont été
été votées, des lois qui ont été votées par M. Raffarin, M. Galland, et qui faisaient elles-mêmes suite aux lois qui avaient été votées par M. Royer. Oui, mais là, on a le tropisme de la droite qui est remis en question. C'est-à-dire que le tropisme de la droite, ça veut dire protéger... Oui, mais ça explique les difficultés que vous aurez, je pense, à faire passer cette loi. En l'état, vous essayez de la faire passer, parce que justement, là où on a ce qu'on a créé en 96 par la loi Galland et par la loi Raffarin, ce qui est quand même extraordinaire, c'est un mécanisme par lequel on a interdit aux grandes surfaces et aux commerçants à se faire de la concurrence en prix, c'est la loi Galland, parce qu'on n'avait pas le droit de vente à perte, etc. Ce qu'a demandé la loi Galland, c'est les grandes marques internationales. C'était pas pour défendre le petit commerce. C'est la loi de Procter & Gamble. La loi Galland a obligé un système dit des marges arrière qu'on n'avait pas le droit de restituer aux consommateurs au nom d'une législation dont le but était d'éviter la concurrence en prix. On a, ce faisant, avec ces deux lois, amputé, selon les études qui se sont penchées là-dessus, le pouvoir d'achat des Français pour les seuls produits alimentaires au cours des années qui ont suivi, d'un chiffre dont les estimations varient entre 5 et 10 milliards d'euros. Parce qu'à partir de la loi Galland... C'est un mensonge. C'est un mensonge que je vous amène à discuter avec ceux qui ont écrit ces études, qu'ils ont regardé de manière extrêmement précise l'évolution des prix alimentaires avant et après cette loi. Elle suit une évolution qui est exactement semblable à celle de l'ensemble de l'Europe jusqu'à ces deux lois, à partir du moment duquel les choses décrochent, et quand on cumule ce qui a été perdu, on trouve sur ces chiffres de 5 à 10 milliards qui sont absolument indiscutables. De même, des études ont été faites sur la loi Royer, publiées dans les plus grandes revues internationales, et qui montrent les destructions d'emplois qui ont été produites par ces lois Royer, parce que tout d'un coup, comparativement aux autres secteurs qui n'ont pas subi ces lois, l'emploi a été tout simplement interrompu. Monsieur Chérec, par rapport aux salariés, vous y croyez à une baisse parce que c'est ce qui nous préoccupe tous. Oui, mais attendez. Moi, je crois qu'on voit la vie en rose de temps en temps. Qui voit la vie en rose ? J'entends. Qui voit la vie en rose ? Monsieur Papin, actuellement, il est en train de nous dire on va faire baisser les prix. Ça s'est jamais vu de faire baisser les prix, ceci dit. Déjà, si on pouvait les stabiliser, ce serait déjà pas mal. Mais les faire baisser, je doute fortement. Deuxième chose, j'entends les commerces, les petits commerçants qui disent c'est une catastrophe pour nous. Donc, leur rapport à Thalys, c'est-à-dire un vrai investissement dans les petits commerces, je ne les vois pas trop dans la loi, même s'il y a quelques mesures. Deuxièmement, j'entends les producteurs, ceux qui négocient, qui disent attention, danger. Parce que derrière... Quel danger Expliquez-moi bien. Attendez, mais quel danger Nous, on voit bien qu'on va toucher en particulier sur la partie de consommation qui est produite en France. Ce qui vient de l'étranger, globalement. Ce qui vient de l'étranger, il n'y aura pas beaucoup de compétition là-dessus. Mais qu'est-ce qui est produit en France en particulier? Les produits alimentaires et autres. On sait que la France est un pays où l'industrie alimentaire... Attendez, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Ah oui, mais les conséquences en termes sociaux dans les producteurs, en particulier. Moi, je sais bien les conditions de travail. Attendez, je vais jusqu'au bout. Écoutez, dans les marques génériques que vous proposez dans vos magasins, on voit bien les conditions de travail des salariés dans ces entreprises-là. On voit bien le danger derrière en termes de conditions de travail et de salaire dans ces entreprises. Deuxième chose, on va créer beaucoup de hard discount. Le hard discount, qu'est-ce que c'est en termes de conditions de travail, de salaire? Je pense que... Alors, autant, je pense qu'il faut regarder d'une façon c'est la question mal payée, quoi. C'est la question en grève. Cette loi avec les conditions sur les contreparties sur le niveau des prix, mais en même temps, on ne voit pas le problème global qui est celui de la production et des risques aussi d'emploi sur la production. Monsieur le Boucher, face au pessimisme réel déclaré. Oui, moi je partage ce pessimisme. Ah bah alors, le monde est à l'envers, je comprends rien, je croyais que vous alliez dire, mais enfin... Je suis très sceptique. C'est-à-dire c'est très important. On a bien vu quand même que les prix sont en France supérieurs, les mêmes produits qu'en Allemagne. C'est ça. Bon, donc on peut penser qu'un peu plus de concurrence va faire baisser ses prix et que c'est très bon pour le consommateur. Simplement, je redoute qu'au lieu de, Madame Lagarde a dit tout à l'heure, c'était des duopoles. En effet, dans certaines régions, il y avait deux groupes qui s'entendaient. Si on en met un troisième, ils vont s'entendre à trois. Donc je me méfie beaucoup, si vous voulez, du résultat. C'est positif, c'est très bien, mais simplement, moi, je voudrais en revenir à ce que disait François Chérec avant. Pour que les Français comprennent bien, pour que les salaires s'améliorent durablement, il faut que les qualités des emplois soient meilleures. C'est ça. Et il faut donc élever le niveau de formation, élever les productions de haut niveau,
comme l'aéronautique, plutôt que de faire des choses de bas de gamme. Voilà. C'est ça la vraie direction de fond pour améliorer les salaires sur le long terme, c'est de produire des objets. Mais qu'est-ce qu'on fait des salaires les plus bas? Comment on peut les augmenter là, monsieur? Il y a des services qui font. Il y a beaucoup de création de services en France. Oui, si je peux revenir juste un instant sur la loi qu'on vient d'évoquer. D'abord, il faut se souvenir que le secteur des fruits et légumes, puisqu'on parlait des produits alimentaires, sera préservé. Point numéro 1. Deuxièmement, on parle du petit commerce. C'est-à-dire quoi, madame? Du petit commerce de centre-ville en particulier. Les textes actuels, les lois Royer, Raffarin, Galland, n'ont pas spécialement protégé le petit commerce. Aujourd'hui, on voit bien souvent les centres-villes se dépeupler des petits commerces et être remplacés par des banques, des compagnies d'assurance, des oculistes et des coiffeurs. J'ai rien contre donc la droite de cette époque-là a eu tout faux, alors. En question, mais on n'a pas réalisé l'objectif. La droite de cette époque a eu tout faux. On n'a pas réalisé l'objectif que c'était assigné ces textes-là. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et moi, je ne voulais pas répondre à ma question. Je demeure convaincu que aujourd'hui, si vous allez acheter une bouteille d'1,5 litre d'une boisson au cola gazeuse, vous la payez. Cola. Oui, voilà. Si vous l'achetez en Allemagne, vous la payez 99 centimes d'euros. Vous l'achetez en France, vous la payez 1,30 €. Un pot de pâte à tartiner au chocolat, 1,11 € en Allemagne, 2,22 € en France. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans le mode de fixation des prix. Et ce que nous voulons faire, c'est non pas avoir des pauvres fournisseurs malheureux et sous le joug de 5 centrales d'achat en situation d'oligopole. On veut introduire une souplesse et une liberté contractuelle dans une concurrence avivée et sous l'autorité beaucoup plus rigoureuse et mieux outillée, avec des pouvoirs d'enquête, de l'autorité nationale de la concurrence. Voilà ce qu'on veut essayer de mettre en place. Alors ça ne sera peut-être pas facile. C'était recommandé d'ailleurs, si je me souviens bien, pour partie en tout cas par la commission Attali à laquelle vous apparteniez. Et je crois que l'honneur de ce gouvernement, ça va être d'essayer de mettre un système en place qui soit favorable aux consommateurs et qui permettent d'avoir des prix, pourquoi pas, aussi bons que les prix allemands. Alors, on termine là-dessus parce que j'ai une autre question. Non, mais juste pour le petit commerce, parce que nous, on a beaucoup de petits commerces aussi dans notre réseau, mais une des grosses difficultés de ce qu'on appelle le commerçant artisan aujourd'hui, le boucher, le charcutier, etc., en centre-ville, c'est de trouver des jeunes couples qui veulent refaire ce métier. Et la difficulté, elle est plus là que dans l'opposition avec la distribution moderne. Je peux vous le dire, c'est vrai partout. Dans une ville moyenne, puisqu'on raisonne... on raisonne comme si la France était égale de partout. Dans une ville moyenne où vous avez une grande surface ou deux, ils seront 3. Dans cette ville moyenne, je répète, en plus, si on va vers l'ouverture les jours fériés, les magasins le dimanche, le petit commerce de la ville moyenne, il est mort, c'est sûr. C'est pas une question de succession. Mais les députés UMP ne laisseront pas faire ça. De mort. Ah ben ça, je veux bien. Non, mais une des questions qu'il y a... on fait la comparaison avec l'Allemagne. Je prends un exemple, sans rentrer dans les détails. Dans l'Allemagne, pourtant je ne protège pas les hard discount, vous avez entendu tout à l'heure. Les marques, vous les avez au hard discount? Pas en France. Parce que si la marque veut vendre son produit chez le hard discount, vous avez la grande enseigne qui dit, moi, si vous allez chez le concurrent, je vends plus votre marque. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'elle fait la grande enseigne? Elle protège son bénéfice. Elle protège son bénéfice. Si vous allez en Allemagne, le Coca-Cola, je le cite, ou le Danone, vous l'avez dans le hard discount. En France, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire qu'on est en train de créer le commerce du pauvre et le commerce de la classe moyenne. Ça, c'est un des problèmes qui se posent aussi dans notre pays. Par rapport à l'Europe, je franchis un petit bond là, mais enfin, on est tous, Monsieur Cohen, Madame Lagarde, tout le monde. Là, le président Sarkozy va dire président de l'Union, etc., etc. Alors vous êtes, on est taclés là, hein, on nous aime pas beaucoup, on dit vraiment vous êtes les mauvais élèves, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Là aussi, tout le monde doit baisser la tête. Enfin, on est très très mauvais par rapport à l'Europe, par rapport à nos concurrents, tout ça, etc. Madame Lagarde. Vous savez qu'on a depuis 34 ans en France des budgets en déficit. Aujourd'hui, on a pris des engagements. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est depuis 1974. C'est sous le président Valéry Giscard d'Estaing qu'on a commencé à faire du déficit. Et on n'a jamais cessé depuis, hein, à droite, à gauche. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de tenir nos engagements avec nos partenaires européens, en particulier d'arriver vers un zéro déficit en 2012, sauf si des circonstances exceptionnelles de croissance on dit nous le Bruxelles, permettaient. soyez sympa.
Hein? Non, d'abord on plaide la cause de la France, et puis deuxièmement, moi je dis au commissaire Almunia, qui est chargé de ces questions-là, regardez ce qu'on fait, regardez les réformes, regardez les impacts en particulier, 1, de la loi travail, emploi, pouvoir d'achat sur l'économie, 2, de la loi de modernisation de l'économie sur la situation, 1, de croissance, 2, de déficit public. Et puis on met en œuvre la revue générale des politiques publiques qui a pour objet de faire mieux avec moins. Mais c'est-à-dire quoi? On va être présentable bientôt? J'espère qu'on sera présentable bientôt vis-à-vis de nos partenaires européens, mais surtout vis-à-vis des générations qui viendront après nous. Parce que c'est vis-à-vis d'eux. On a fait le casse du siècle, c'est ça? On a fait le casse du siècle. Nos générations ont vécu à crédit sur le dos de nos enfants, c'est ça? Ce qu'on doit impérativement faire, en tout cas, c'est présenter une France en meilleur état de marche grâce à des réformes structurelles qui sont notre responsabilité. On peut difficilement pas être d'accord. Alors, cette vision consensuelle, on est d'accord. Merci, Madame la Ministre. Merci, messieurs. Merci d'être venus à Riposte. Merci à tous. Si vous voulez continuer le débat, vous pouvez continuer à france5.fr sur le site de Riposte. Donc voilà, je suis très content qu'on ait assisté à ce débat. Et puis, on me dit, mais je le dis aussi, on me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup de votre confiance et de votre fidélité. Merci madame, merci beaucoup messieurs. À dimanche prochain.